Invité de notre édition, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, pour un livre qui s'appelle « N'oublions pas de penser la France » et qui paraît aux éditions Stock. Monsieur le grand rabbin, bonjour. Bonjour. C'est un livre, disons-le clairement, très intéressant, très innovant, presque salutaire, parce que vous confrontez le judaïsme à des questions qui sont celles de la société, la pauvreté, l'exclusion, la crise, l'évolution des mœurs, en répondant aux questions de 12 intellectuels. C'est cela la formule du livre, c'est une formule inédite. L'idée est de vous ? L'idée est presque de moi, mais elle m'a été soufflée par un ami qui m'a dit « Vous devriez répondre à ce type de demande, à savoir être interrogé par des intellectuels de la société française et des journalistes sur les grandes sociétés, sur les grandes questions qui se posent à la société française en cette année électorale. Autrement dit, à quelle valeur dans cette société française aspirons-nous ? Parce qu'en tant que rabbin, ce dont il est question, c'est de valeurs et non pas de recettes politiques ou économiques. Je ne suis pas un homme politique. J'ai une posture morale et elle doit le rester tout au long du livre. Et alors, vous dites, nous ne pouvons pas apporter toutes les réponses, du moins avons-nous le devoir de poser toutes les questions. Vous avez donc été sollicité par ces intellectuels qui vous ont posé toutes sortes de questions dont on va parler, mais vous avez été surpris par certaines de ces questions ? Oui, j'ai été surpris. Ces intellectuels sont d'horizons culturels, politiques, religieux également différents, une faible minorité de juifs, une majorité de non-juifs, universitaires pour beaucoup d'entre eux. J'ai été frappé, par exemple, par le côté, ou je dirais le caractère récurrent de certaines préoccupations que je ne pensais plus d'actualité au sujet des Juifs, à savoir le problème de vous êtes français, mais par rapport à Israël, est-ce que l'on peut avoir une double identité, ou bien le côté plaignant du peuple juif qui a fait de la Shoah une religion. Je pensais que des réponses étaient acquises, et c'est vrai que ces questions sont revenues dans le livre, mais je dirais que là n'est peut-être pas l'essentiel. Alors, l'essentiel, en tout cas dans la période où vous publiez ce livre, sont certaines questions qui sont dans l'espace public. La laïcité, par exemple, vous avez des développements très intéressants. Vous faites un éloge de la laïcité, vous la créditez du fait qu'elle délimite un espace. Vous dites la laïcité ne doit pas être mise à profit par les communautés confessionnelles pour être contestée ou affaiblie, mais pour qu'à partir de cette délimitation des espaces soit mise à l'épreuve la force des liens qui rattachent chaque communauté au domaine public, social et politique. Mais en même temps, vous dites que vous êtes favorable à une éducation, je veux dire par exemple à un enseignement des religions à l'école. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, la définition même de la laïcité n'est pas très étrangère à mes yeux de la définition que l'on pourrait donner de la communauté. Je distingue communauté et communautarisme, puisqu'aujourd'hui, on n'ose même plus prononcer le mot communauté, de peur d'être taxé de communautariste, donc d'intégriste. Et vous dites que c'est un très beau mot. Et c'est un très beau mot, c'est un mot auquel j'aspire, c'est un mot que j'aime définir, c'est un mot que j'aime utiliser, la communauté. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté ? Une communauté humaine, et pas seulement la communauté juive, c'est un espace qui se situe entre le particularisme et l'universel, c'est-à-dire c'est un lieu où l'on protège les particularismes en les confrontant également aux valeurs de la société civile, c'est ce que j'appelle l'universel, de manière à ce que l'un nourrisse l'autre et que l'autre puisse être également une source d'enrichissement pour le premier. Le communautarisme, c'est tout à fait autre chose. C'est un lieu de protection. J'ai très peur pour mes particularismes, qu'ils soient culturels ou religieux, et de fait, je ne veux pas que la société civile
puisse avoir le moindre contact avec mes particularismes. Donc je crée cet espace de protection où l'on vient s'abriter. La laïcité devrait être cette interface entre le particularisme ou les particularismes de la société et l'universel, c'est-à-dire la culture civile, la culture globale, ce qu'on appelle la société de la civilisation, de la société globale. Et là, il y a aujourd'hui une réelle difficulté parce que lorsque l'on parle de laïcité, très souvent, on entend des hommes politiques mettre dans ce mot laïcité une sorte de creux. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de vague, qu'il n'y ait pas de problème, que personne ne relève la tête, que personne ne vienne afficher un particularisme, autrement dit que tout le monde soit pareil à l'autre. Ça me gêne. Il y a aussi, parce qu'on vous invite à revisiter toutes les notions, y compris à donner votre propre définition du judaïsme. Qu'est-ce que c'est être juif? Et c'est une définition, ça intéressera, qui va au-delà de votre propre sphère, au-delà du cultuel. Vous dites à un moment donné, juif, une appartenance confessionnelle et mémorielle à l'histoire d'une religion et d'un peuple porteur d'émotions culturelles d'ensemble. C'est-à-dire que ça va au-delà, ça n'est pas limité à la religion. Oui, parce que nous avons un rapport à notre culture également, j'allais dire à nos cultures juives. Et la mémoire de nos cultures juives pour les Français juifs qui sont ici depuis tant et tant de générations sont constitutives de l'identité française, comme peuvent l'être les mémoires chrétiennes ou autres. Donc, je tenais à l'inscrire dans ma perception de l'identité française, des mémoires juives et des cultures juives constitutives de cette identité. On vous demande de vous exprimer sur l'homosexualité et vous dites votre jugement qui est très clair en vous fondant sur la Bible, sur les textes, mais vous faites la part quand même, c'est important de le noter aussi, entre le normatif et l'intime. Et vous dites, par exemple, la lutte contre l'homophobie est un impératif au même titre que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Absolument, et là je n'ai pas la moindre virgule à déplacer dans cette phrase. La lutte contre l'homophobie est le combat de tous les juifs, qu'ils soient pratiquants ou non, et ça n'a rien à voir avec leur sexualité. La haine d'autrui est proscrite. À partir de là, le normatif, c'est quoi ? C'est, monsieur le grand rabbin, quelle est la position de la loi juive sur le problème de l'homosexualité ? J'ai à répondre dès lors que des juifs me posent la question ou des non-juifs veulent connaître la loi juive. Mais sur la relation à l'homosexuel, sur son appartenance au corps social, sur notre vivre ensemble, toute haine, de quelque sorte qu'elle soit, doit être proscrite. On vous demande votre point de vue sur l'écologie, par exemple, et vous montrez combien l'écologie a une importance dans les textes de la tradition juive, mais en même temps, vous êtes très net sur certaines formes caricaturales de l'écologie, et vous dites ceci, je l'affirme fortement, un discours qui ferait passer la nature avant l'homme n'a pas sa place dans le judaïsme. Si une divinisation de l'homme peut entraîner les pires excès contre la nature, une divinisation de la nature aboutirait à la négation de l'homme. Écoutez, je n'ai rien à ajouter à ce propos clair dans ce livre. Diviniser la nature, c'est mettre l'homme au service de la nature. Et pour rendre la nature parfaite, on peut en arriver non seulement à brider, mais on peut arriver à exercer une forme de servitude sur l'homme. Là-dessus, mon propos est clair, je m'y oppose. C'est-à-dire, c'est la condamnation de certaines variantes de l'écologie politique, il faut bien le dire. Oui, ce qu'on appelle l'écologie profonde, deep écologie. Sur l'Europe, j'ai bien aimé, je dois dire, votre développement sur l'Europe, la manière dont vous définissez l'Europe comme la faculté de réflexion, la faculté de réfléchir sur soi-même, peut-être aussi l'esprit critique. Ça vient de l'Europe, et vous dites en même temps, je puis dire que la réflexion qui est à mes yeux ce qu'il y a de plus européen, est aussi ce à quoi, en tant que juif, je me sens particulièrement attaché. Oui, pour le dire
peut-être autrement et avec une image. Qu'est-ce qui fait qu'un Grec, un Irlandais, un Français, un Portugais, un Danois vivent ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble, au-delà de l'économie de marché et le fait de permettre aux marchandises de circuler en Europe? Peut-être ceci. Le Grec, l'Irlandais, le Danois. Leur culture ne s'impose pas à la mienne, n'est pas meilleure que la mienne. Autrement dit, on ne me demande pas de devenir grec, danois ou irlandais. Par contre, dans leur culture nationale, ils ont une manière de poser des questions qui sont liées à leur propre histoire. Parce que la culture, depuis les origines de ces pays, forme le questionnement qui peut être différent de mon mode de questionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que le mode de questionnement du grec, de l'irlandais ou du danois me permettent d'interpeller ma propre culture autrement et de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Mais ça, c'est l'Europe des cultures. Je suis un homme qui vient des sciences humaines, par mes études de philosophie. J'aime beaucoup la littérature, mais cela, vous le savez. Et de fait, ou l'histoire, et de fait, on ne questionne pas la société de la même manière lorsque l'on s'inscrit dans la mémoire et la culture de la Grèce, du Danemark ou de l'Irlande qu'on ne le fait en France. Et j'aime renouveler mon champ de questionnement parce que cela m'oblige, avec de nouvelles questions, à trouver dans ma culture de nouvelles ressources. Et peut-être que les mémoires sont réconciliées puisqu'on a besoin les unes des autres. Et de ce fait, le vivre ensemble à venir est d'autant plus facile que les mémoires peuvent être réconciliées. C'est en ce sens l'un des objectifs de la construction européenne. Alors, vous dites des choses très fortes sur l'école et j'imagine que beaucoup de ceux qui aspirent à nous gouverner auraient du mérite à vous lire ou en tout cas auront j'espère, l'occasion de vous lire. L'insulte raciste, antisémite et sexiste est devenue monnaie courante dans la bouche des adolescents et a investi l'espace scolaire, là même où s'apprennent et s'enseignent pensée et langage. Oui, j'allais dire ce qui manque à beaucoup de nos enfants, c'est l'éducation, une manière de parler. Puis je sais aussi que lorsque l'on imprime à nos enfants une éducation, une manière de parler, de se comporter, l'école est parfois le pire adversaire des parents. Parce que quels que soient les efforts que vous faites avec vos enfants, les enfants reviennent de l'école avec une manière de parler, de se comporter, des désirs que l'on avait voulu éliminer, mais que les autres enfants portent en eux et font donc partager à vos enfants. Le problème est là. Ceci étant, il y a pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas toujours à voir avec l'immigration, contrairement à ce que d'aucuns en disent, il y a un vrai problème éducatif, un problème de langage, un problème de discipline, un problème de loi au sein des familles. Quand vous dites ça n'a rien à voir avec l'immigration... Ça n'a pas que à voir avec l'immigration. Ça a à voir avec quoi ? Écoutez, je pense que ça a à voir... C'est un laxisme général ? Oui, l'enfant est roi. L'enfant est roi, les parents ont beaucoup de préoccupations, d'argent, de travail, de préservation de situation. L'éducation qu'ils mettent, la vigilance qu'ils observent vis-à-vis de leurs enfants est moindre peut-être qu'autrefois. Le rythme de vie des parents est beaucoup plus rapide, ils ont moins de temps à consacrer aux enfants, et il y a beaucoup de choses qui vont dans le laisser-aller et qui continuent à passer malheureusement au détriment des familles puis de l'école. Alors, ce livre, vous le publiez volontairement au cœur d'une campagne électorale. Vous ne l'aviez pas fait la dernière fois, vous étiez déjà en fonction lors de la dernière élection. Non, vous n'étiez pas encore. Depuis le début 2009, et donc 2 ans plus tard. Mais vous estimez que cette fois-ci, c'est une consultation cruciale. Vous avez souhaité faire entendre votre voix dans cette campagne-là ? Écoutez, c'est un moment opportun pour dire à quelle valeur dans la société qui est la nôtre nous aspirons. Cela me semble être indispensable. Par ailleurs, j'ai peut-être aussi plus de maturité que je n'en avais il y a 3 ou 5 ans pour m'exercer à ce type d'écriture. Par ailleurs, enfin, je réponds à des questions. Et je dois non pas changer les questions lorsqu'elles ne me plaisent pas, mais y répondre quoi qu'il se passe. Et c'est parfois beaucoup plus difficile que d'exposer sa pensée sans être interpellé. J'ajouterai enfin que ce livre s'adresse à tous les Français. Il ne s'adresse pas en particulier à la communauté juive, il s'adresse à tous les Français de manière à montrer que le judaïsme est profondément ancré dans la société civile, que nous sommes des Français citoyens juifs, ou pour reprendre la formule de Robert Badinter, des Français juifs républicains,
qu'il s'agit... Juifs français républicains. Juifs français républicains, je ne sais plus dans quel trilogie. ordre, mais la trilogie est présente. Et il s'agit non seulement de l'entendre, mais de lui donner un contenu. Et il me semblait très important en cette période où les religions monothéistes n'ont pas bonne presse, pour des raisons de laïcisme, d'afficher une telle position, d'où ce livre. Ce livre, on l'aura compris, que je recommande vivement à nos auditeurs. N'oublions pas de penser la France. C'est un livre qui paraît aux éditions Stock. Monsieur le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, merci. Merci à vous.